Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, est avec nous. Bienvenue, Pepe. Toujours avec vous. Le monde s'effondre. Nous sommes au pied du volcan, mais Nima est dans la place. Pepe, commençons par ce qui se passe. La pression économique, ou la guerre économique, que Donald Trump mène contre l'Iran. Hier, il a décidé, il a dit « Nous allons écraser leur économie et détruire leur économie ». Cela veut dire qu'ils vont forcer l'Iran à une forme ou une autre de capitulation. Mais vous avez autre chose à nous dire au sujet de votre nouvel article. De quoi s'agit-il et quelle importance cela a-t-il dans le conflit actuel entre les deux parties? Eh bien, c'est une bombe. Nous l'avons révélé sur notre chaîne, Transition Protocol, notre jeune chaîne, Larry et moi. J'en ai parlé avec le juge aussi et je vous en parle à vous comme à notre public. C'est une bombe confirmée parce que la confirmation est venue directement du bureau du dirigeant Mojtaba Khamenei et il a transmis l'information aux Pakistanais qui jusqu'à hier encore étaient les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis. Nous l'avons appris de sources du renseignement pakistanais et évidemment, nous avons demandé une reconfirmation. Nous avons établi la chronologie des événements en détail. Cela a été reconfirmé. Donc en substance pour vous, Nima, et pour vous tous qui nous écoutez, c'est un nouvel exemple frappant d'un régime mafieux. En résumé, le président des États-Unis a utilisé un canal discret qui existait déjà. Il avait été établi il y a environ 3 mois par Tulsi Gabbard, lorsqu'elle était encore au gouvernement en tant que directrice du renseignement national, avec l'autorisation de Trump et de J.D. Vance. Tulsi a donc mis en place ce canal discret pour parler à Ahmad Vahidi, le chef des gardiens de la révolution, via le Kurdistan irakien, par l'intermédiaire de Neshirvan Barzani, le président du gouvernement du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Ils ont donc établi une ligne secrète, l'une de ces lignes, codée et cryptée, entre la Maison-Blanche et Barzani, puis de Barzani à Vahidi, à Téhéran. Il existe des liens très étroits entre plusieurs membres des gardiens de la révolution iranienne et le gouvernement du Kurdistan irakien, ainsi que le clan Barzani, qui dirige essentiellement plus de la moitié du Kurdistan irakien. L'autre clan, c'est le clan Talabani, basé à Souleymaniye. Le clan Barzani, lui, est basé à Erbil. Et comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, Erbil est un nid de vipères. Tout le monde y est présent, le MI6, la CIA, le Mossad, et j'en passe. On peut même dire, bien sûr, que c'est une sorte de territoire semi-américain. Et les Kurdes, bien sûr, jouent sur plusieurs tableaux, ils se couvrent, ils ont de sérieux problèmes avec Bagdad, mais ils gardent toutes leurs options ouvertes, et bien sûr, ils ont aussi leur propre canal direct avec les Iraniens. Donc Trump, cette fois, a utilisé ce canal indirect qui existait déjà. Il était en sommeil, ou alors il ne s'était rien passé pendant 3 mois. Il a donc utilisé ce canal via Barzani et a demandé à Barzani de transmettre directement une proposition à Vahidi. Et c'est là que ça devient accablant. En gros, une opération de corruption, vous voyez. La Maison-Blanche voulait soudoyer le chef des gardiens de la Révolution et d'autres membres de la direction iranienne, pour la plupart des militaires, selon une logique de diviser pour régner, l'Empire britannique copiant l'Empire romain, afin de provoquer une fracture au sommet du gouvernement iranien. Donc on peut imaginer, et je suis sûr, Nima, que vous seriez le premier à dire que Vahidi répondrait absolument non. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais non seulement il a dit absolument non à Barzani, mais il devait évidemment en informer les plus hauts responsables. Ça veut donc dire le Conseil suprême de la sécurité nationale, Mohsen Rezaei,
Et ça remontait jusqu'au guide lui-même. Donc tout le monde était au courant. Et d'après ce que nous avons appris plus tard par nos médiateurs pakistanais et ce qu'ils avaient entendu du bureau du guide, Vahidi a dit « Si je faisais ça, ce serait pire que de la trahison. » Je ne pourrais même jamais envisager une telle idée. Mais c'était beaucoup d'argent. Apparemment, des milliards de dollars à partager entre peut-être 4, 5 ou 6 très hauts gradés des gardiens de la Révolution. Et le plus extraordinaire, ce qui prouve une fois de plus, en fait, ce qui prouve l'ignorance culturelle sans limite de l'administration Trump, c'est qu'ils ont pensé pouvoir appliquer à l'Iran chiite la recette vénézuélienne. Cela signifie qu'ils ne comprennent ni la culture iranienne, ni la culture chiite, ni la morale, ni le code éthique des chiites et des hauts responsables iraniens, ni le concept de résilience, de résistance, d'indépendance, ni l'aversion absolue pour toute forme de pot de vin, et encore moins pour la trahison de leurs valeurs nationales au profit d'une puissance étrangère. C'est évident en fait, parce que cette administration Trump est un empire d'arnaqueurs. C'est au fond une opération mafieuse, avec différents niveaux de mafia. Trump est peut-être le capot, mais il y en a d'autres aussi. Trump may be the capo, but there are others as well. So it is just like the mafia because he learned. C'est donc exactement comme la mafia, parce qu'il a appris à gérer ses affaires auprès d'un expert de la mafia juive, Roy Cohn. Tout ce que Trump a appris sur les affaires et sur la façon de faire des affaires mafieuses, il l'a appris de Roy Cohn. Et il applique cela non seulement dans ses affaires, mais aussi en politique. Donc le fait qu'il n'ait même pas pu lire les bases sur l'Iran, le chiisme, et sur la manière dont fonctionne le gouvernement iranien, dont fonctionne l'esprit chiite, l'esprit perse, prouve que ce ne sont qu'une bande d'escrocs. La réponse, évidemment, de Vahidi a été non. Et puis ce que nous avons finalement établi hier, c'est que le bureau du guide, Mostafa Khamenei, a autorisé la fuite de cette information et la réponse envoyée aux Pakistanais. Back to the Pakistanis, because the Pakistanis they were in the loop as well. Parce que les Pakistanais étaient eux aussi dans la boucle. Trump avait déjà essayé avec Asim Munir, avant cette manœuvre au Kurdistan irakien. Trump a tenté d'enrôler Asim Munir. Est-ce que vous pouvez parler à certains généraux des gardiens de la Révolution, ou surtout à Vahidi, pour voir s'ils seraient prêts à trahir leur pays pour quelques milliards de dollars? Et Asim Munir a répondu directement à Trump. Pas question. Et ils se parlent au téléphone tout le temps. Trump appelle sans cesse Asim Munir au Pakistan. Mais jusqu'à hier, littéralement, le Pakistan jouait le rôle de médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Asim Munir était donc quelqu'un de très intelligent. Il n'aurait jamais compromis la position du Pakistan, ni tout le travail qu'ils avaient accompli auparavant pour mettre en place une opération de type changement de régime aux côtés des Américains. Donc après qu'Asim Munir a dit non, ils ont utilisé Barzani pour parler à Vahidi, puis Vahidi a dit non. Toute cette chaîne d'événements et de désinformation est donc remontée jusqu'aux Pakistanais. C'est ainsi que nous avons appris par les médiateurs pakistanais et par le bureau d'Asim Munir à Islamabad ce qui s'était en réalité passé. Alors cette procédure mafieuse absolument folle, est-ce que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant? Bien sûr que non. Nous avons d'ailleurs l'exemple mafieux le plus récent au cours des dernières 24 heures. D'abord, Trump s'est félicité lui-même avec Kim Jong-un en Corée du Nord, en disant « Vous savez, c'est mon meilleur ami, il est formidable, nous avons une excellente relation », et ainsi de suite. Et après ça, ce qu'il a fait, selon ses propres mots, Nima, c'est publié sur Truth Social. Nous avons demandé 10 milliards de dollars, d'accord? We asked for $10 billion. From whom? South Korea. And what is this? De qui? Mafia De la Corée du Sud. money. Et c'est quoi ça? De l'argent de protection mafieuse. Voilà le mécanisme. C'est totalement mafieux. Vous avez deux ennemis,
La Corée du Nord et la Corée du Sud, évidemment. Vous parlez à l'un des deux et vous lui dites « Ok, t'es mon gars, c'est bon, etc. » Puis vous parlez à l'autre et vous lui dites « Ok, maintenant, je veux mon argent pour pouvoir te protéger de l'autre. » C'est une opération complètement mafieuse, dans un autre registre, mais très similaire à l'opération mafieuse, où ils utilisent un canal officieux, qui était censé être un canal diplomatique, pour faire de l'extorsion, ou dans ce cas pour soudoyer un responsable du camp adverse. Voilà donc exposé devant vous tous comment fonctionne réellement l'empire des escrocs, aussi connu sous le nom d'administration Trump. Pépé, nous savons que Donald Trump ne semble pas voir de solution militaire à ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on le voit changer d'état d'esprit. Vous avez dit qu'il essaie désespérément de parler, parce qu'avant votre reportage, nous avions appris depuis le Kurdistan irakien qu'ils avaient tenté de discuter avec des Iraniens pour voir s'il existait une quelconque divergence ou fracture au sein du gouvernement, entre les gardiens de la révolution et le gouvernement, afin de s'y engouffrer et de la manipuler. Mais il semble que rien de tout cela ne fonctionne pour Donald Trump. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, quelle option lui reste-t-il aujourd'hui, quand on voit l'ensemble de ce qui se passe entre les deux camps? Une guerre économique et financière totale. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous savaient déjà que ce serait la prochaine soi-disant stratégie, parce que cela se discutait dans des cercles proches de la Maison-Blanche, avec la contribution de l'horrible agent du Mossad, Jared Kushner. En fait, les deux principaux idéologues de cette nouvelle stratégie sont Jared Kushner et Scott Bessent, d'anciens agents de Soros. Ne l'oubliez jamais, deux personnages absolument horribles, qui incarnent le plus bas dénominateur possible, le dénominateur commun de l'administration Trump. Scott Bessent dit en substance depuis quelque temps qu'il sera responsable de jeter 90 millions d'Iraniens au milieu des rues à mendier de la nourriture. C'est essentiellement ce qu'il dit, l'étranglement financier et économique total de l'Iran. Évidemment, ces idiots ne savent pas comment fonctionne l'économie iranienne, à quel point elle est diversifiée, ni comment elle peut trouver différents débouchés commerciaux et financiers en dehors de la simple exportation d'énergie, qui bien sûr se poursuit à un niveau bien plus faible. Il faut évidemment le reconnaître. Mais regardez les chiffres, par exemple, pour le premier trimestre. Ce premier trimestre comprend un mois de guerre, le mois de mars. La guerre a commencé le 28 février. Donc, au premier trimestre, janvier, février. En février, l'Iran a exporté et vendu beaucoup de pétrole parce qu'il savait que quelque chose allait se produire. Et même durant les premiers mois de la guerre, ils ont continué à exporter du pétrole et du gaz. C'était, si je ne me trompe pas, 7,8 milliards de dollars au premier trimestre. Par rapport au premier trimestre de l'année précédente, cela représentait 150% de plus. Alors bien sûr, au deuxième trimestre, on va constater une baisse, évidemment. Mais elle ne sera pas si importante, parce que le blocus américain présente des fuites considérables. Il y a des pétroliers qui continuent de faire des allers-retours depuis le détroit d'Ormuz. Malgré le blocus américain, la plupart vont vers la Chine, donc on peut s'attendre à une baisse. Il y a différents chiffres, les gens avancent des chiffres, 600 000, 500 000, 300 000, ce qui est trop bas, donc c'est probablement autour de 500 000. La chute a donc été spectaculaire, mais cela existe toujours. Et en même temps, l'Iran se diversifie parce qu'il exporte aussi du pétrole et du gaz par voie terrestre. C'est très très important. Et s'ils exportent depuis Chabahar, Chabahar se trouve déjà hors de la zone où sont les Américains, ou très loin de là où ils sont. Ils peuvent donc utiliser la liaison ferroviaire Chine-Iran,
qui fait partie des nouvelles routes de la soie. Ils font des échanges de gaz avec le Turkménistan. Ils peuvent utiliser la mer Caspienne et ainsi de suite. Donc, pour l'Iran en matière de commerce et d'échange, les Américains ne peuvent pas étouffer ces canaux. Mais il se passe déjà quelque chose. Une pression maximale supplémentaire est exercée sur les voisins de l'Iran. Et le Pakistan en est un exemple. Les Américains ont complètement changé leur relation avec le Pakistan. Ils jettent à nouveau le Pakistan sous le bus après que les Pakistanais ont tout fait pour être un canal de médiation crédible entre l'Iran et les États-Unis. Ils menacent de sanctionner tout le monde et son voisin au Pakistan, ainsi que dans d'autres pays impliqués dans le commerce avec l'Iran. Cela touchera donc particulièrement ces 6 corridors terrestres entre le Pakistan et l'Iran. Et cela pourrait sérieusement affecter ce que la Chine exporte vers l'Iran via le Pakistan, même si les Chinois, eux, se fichent complètement des sanctions américaines ou des sanctions secondaires. Les Chinois trouveront un moyen de contourner ça. Et tout cela, soit dit en passant, contourne le dollar américain. Tout cela se fait en pétro-yuan. L'Iran paie en pétro-yuan. Par exemple, tout ce que les Chinois veulent exporter vers l'Iran, et il y a beaucoup de marchandises, passe par le port de Gwadar, au Baloutchistan, sur la mer d'Arabie. Ce port fait partie du corridor économique Chine-Pakistan. Donc depuis le Xinjiang, cela va jusqu'à Gwadar. De Gwadar, cela va jusqu'à la frontière de Gab, l'un des points de passage entre le Pakistan et l'Iran, à seulement 4,29 km. Les camions font donc sans cesse l'aller-retour. Et depuis cette frontière irano-pakistanaise, ils peuvent aller partout en Iran. Donc les camions continuent de circuler. Et les Américains ne peuvent pas y faire obstacle, à moins que selon leur méthode habituelle, ils ne commencent à bombarder l'Iran, certaines parties de ce canal de communication comme ils ont déjà bombardé pendant la guerre, la ligne ferroviaire Chine-Iran. Donc oui, on peut s'attendre à des actions musclées de la part des Américains contre le Pakistan, contre ce tronçon des nouvelles routes de la soie. On pourrait avoir des drones de l'OTAN dans la mer Caspienne, qui est le corridor privilégié entre la Russie et l'Iran, entre Astrakhan et Bandar Anzali. Donc la situation va vraiment s'envenimer. Les Iraniens doivent donc avoir des plans de secours pour tous ces corridors de connectivité. Mais est-ce que cela prouve que les Américains peuvent isoler l'Iran? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs le thème de ma précédente chronique, que j'avais déjà publiée avant cette dernière, sur Trump qui soudoyait les gardiens de la révolution. J'y expliquais en substance que l'Iran ne peut pas être isolé de ses voisins, ni de ses partenaires commerciaux à travers l'Europe. Mais bien sûr, Besson, l'homme de Soros, et Jared Kushner, conseiller de la mafia, pensent que c'est ce qui fera plier l'Iran. Et comme tu le sais mieux que quiconque, Nima, ça ne marchera pas. Donne-moi ton analyse, Nima. Comment vois-tu cette tentative d'étrangler l'économie iranienne? Comment l'interprètes-tu? Je ne pense pas que ce soit une question majeure en ce moment. La question majeure pour l'Iran, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. Et il se prépare à sacrifier beaucoup de choses. Il va y avoir des sanctions, des pressions économiques, des pressions financières, et ils y sont préparés, Pépé, parce qu'ils savent qu'ils doivent en payer le prix. Ils savent que les États-Unis ne vont pas reculer. Eux non plus ne vont pas reculer. Et ils veulent contrôler le détroit d'Ormuz. L'autre point du côté des Iraniens, c'est qu'ils ne ressentent pas autant de pression qu'avant. Vous vous souvenez du premier mandat de Donald Trump, en 2018. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous savez, vous parlez de l'ambiance dans les rues? Oui, je parle de la manière dont il a essayé de réduire les exportations de pétrole
et d'exercer une pression financière et économique sur l'Iran, avec les sanctions, avec la participation et la coopération des autres pays de la région. Mais cette époque est révolue, je pense, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre contre l'Iran, avec le cas du détroit d'Ormuz. Ce n'est plus comme, vous savez, en 2018. Vous vous souvenez, quand Donald Trump s'est retiré et a exercé une pression énorme sur le pétrole iranien, c'était quelque chose comme 200 barils par jour envoyés vers la Chine. Il s'agissait surtout de payer la Chine, pas de recevoir de l'argent de la Chine, mais de payer la Chine pour ce qu'elle faisait en Iran, pour les projets qu'elle avait en Iran. C'était tout. Comparer la situation actuelle à celle d'avant, ce n'est même pas comparable. C'est pourquoi je pense que l'Iran se sent si à l'aise dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Sur le plan militaire, ils sont prêts à se battre. Et sur le plan économique, ils comprennent. Ils connaissent la réalité et ils savent à quel point la pression économique sur le peuple iranien est difficile. Ils le comprennent. Mais est-ce que c'est une pression existentielle? Non. La guerre économique n'est pas une menace aussi grave pour l'Iran. Et ils savent comment y faire face. Ils diversifient leur économie, comme vous l'avez mentionné. C'est une part énorme de leur stratégie. Les liens entre l'Iran et la Russie, entre l'Iran et la Chine, et entre l'Iran et, vous savez, l'Asie centrale, je dirais, ce qui est également important. Et Donald Trump, vous savez, regardez-le. Regardez la façon dont il s'en prend à la Corée du Sud. Oui, absolument. Au Japon, la situation au Japon, il se passe beaucoup de choses, Pepe. Vous m'en parlez. En fait, on a du mal à suivre. Et puis, il y a la complexité de l'échiquier. Chaque jour qui passe, toutes ces relations et ces partenariats imbriqués peuvent se dissoudre. Ils peuvent disparaître. Il y en aura de nouveaux. Il y a des interférences entre eux. Et c'est très très dangereux parce que certains acteurs sont complètement perdus. Exemple, l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont comme, vous savez, des cafards dans le désert. Ils ne savent pas quoi faire. Ils pensaient être sauvés par ce pacte de la Mecque. Pas vraiment. Cela ne les sauvera pas du Yémen qui bloque Yanbu, qui bloque la mer Rouge, qui bloque Bab el-Mandeb. Il ne reste aux Saoudiens qu'à exporter via le canal de Suez en payant des primes d'assurance absolument exorbitantes. Et c'est tout. Ils ne peuvent rien faire de plus. Et bien sûr, concernant l'Iran, pas seulement le Yémen, mais l'Iran observe très attentivement le comportement de l'Arabie saoudite à partir de maintenant. Si elle essaie une nouvelle fois de ménager la chèvre et le chou et de s'attirer les faveurs des Américains. Donc ça devient très très dangereux. Sans parler, Nima, de cette attaque israélienne contre des actifs turcs en Syrie. C'est important, parce que cela pourrait être, disons, le prélude au prélude de la prochaine guerre. D'ailleurs, le culte de Daesh a déjà dit que la Turquie serait la prochaine. Il se prépare donc à une confrontation avec la Turquie, tôt ou tard. C'est donc extrêmement dangereux. Et bien sûr, l'Iran observe cela et il pourrait ouvrir un autre front. Et évidemment, tout dépendra de la réaction de ce gouvernement de Damas qui égorge et décapite. Mais en même temps, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Voyez-vous une initiative coordonnée par les États-Unis pour provoquer de graves troubles chez les voisins de l'Iran et pour empêcher l'Iran de pouvoir utiliser ses voisins pour le commerce et les échanges? Je pense notamment à la Turquie, au Pakistan et aussi aux pays d'Asie centrale. Comment voyez-vous cela? Pensez-vous que ce soit une stratégie? Pensez-vous que ce soit une réaction désespérée? Pensez-vous qu'ils sauraient comment s'y prendre, même s'ils le voulaient? Et pensez-vous que ses voisins, la Turquie, le Pakistan, l'Asie centrale, l'accepteraient? Je pense que les gouvernements du Pakistan et de la Turquie savent tous les deux
que Donald Trump n'a pas grand-chose à leur offrir sur le long terme, parce que son mandat se terminera dans 2 ans et demi. Et c'est un problème majeur pour ces deux gouvernements. Dans le cas de la Turquie, je pense que c'est moins compliqué qu'au Pakistan. Le Pakistan est important parce que la liaison entre l'Iran et la Chine passe par le Pakistan et c'est significatif. Je pense qu'une coordination, peut-être en coulisses, entre l'Iran et le Pakistan, sans en parler à personne, pourrait être une façon pour le Pakistan de faire semblant de coopérer avec les États-Unis, ou bien ils subissent une pression énorme. Mais ce qui se passe réellement serait d'une certaine manière différent. Ils vont aussi faire de leur mieux pour réduire d'une manière ou d'une autre les tensions avec l'Iran. Parce qu'à mon avis, ils ne veulent aucune forme de tension avec l'Iran. Après tout, ce sont 2 pays voisins et ils ont une stratégie commune à long terme, selon moi. En matière de sécurité, comme pour la prospérité de la région, ils partagent le même état d'esprit. Et face à la pression considérable que Donald Trump exerce sur le Pakistan, on peut admettre que certaines petites orientations politiques changeront à court terme. Mais à long terme, je ne vois pas de grandes difficultés pour l'Iran et le Pakistan à coopérer, à trouver une issue à cette situation complexe que Donald Trump essaie de créer pour eux, à mon avis. S'agissant de la Turquie, le cas est totalement différent, parce que la relation entre la Turquie et l'Iran est une relation bilatérale. Et les États-Unis ne pourront pas exercer la même pression qu'ils peuvent exercer sur le Pakistan. Parce que le Pakistan, la réalité au Pakistan est différente. Nous le savons, en raison de la situation intérieure et de tous ces problèmes que nous connaissons. Mais la Turquie veut se rapprocher des États-Unis. Le problème avec la Turquie, c'est qu'Israël est en jeu. Et Israël n'est pas quelque chose qu'on peut sacrifier. Je dirais qu'Israël peut sacrifier tout ce que les États-Unis ont dans la région pour améliorer sa position dans la région. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font en ce moment. Vous savez, l'attaque contre la Turquie, pour être honnête. Pourquoi avez-vous besoin d'attaquer la Turquie en Syrie? Après tout, si vous pouvez parler, si vous avez un canal pour parler avec la Turquie, je ne parle pas directement, mais par l'intermédiaire de Tom Barak, dont nous savons qu'il est sioniste. Il est sioniste à 100% et il soutient Israël. Si vous pouvez parler avec la Turquie, pourquoi avez-vous besoin de l'attaquer? Cela signifie qu'il existe des divergences importantes en Syrie qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est pour cela qu'ils aggravent les problèmes que Donald Trump rencontre en Asie occidentale, Pepe. Israël n'a absolument aucun intérêt à aider Donald Trump, à faciliter son programme s'il veut désamorcer l'escalade. S'il veut désamorcer l'escalade, Israël ne le veut pas. Il veut aggraver les problèmes des États-Unis en Asie occidentale afin de les y maintenir pour toujours. Absolument. Et le plus fou, c'est que l'administration Trump ne le voit pas. Enfin, elle ne peut pas le voir, puisque après tout, elle est contrôlée par nous. Mais ils s'en moquent, Pepe. On peut dire qu'ils le savent et qu'ils s'en moquent. Parce que Donald Trump. Leur aide en vaut la peine. Ils ne peuvent pas changer ça. Non, ce sont des gens formidables. L'establishment aux États-Unis est tellement au pouvoir qu'on ne voit pas, vous savez, l'évidence. Regardez simplement l'évidence. La guerre en Ukraine, le JCPOA, qui a été négocié par l'administration Obama. Puis après le retrait de l'administration Trump du JCPOA, l'administration Biden a eu l'occasion d'y revenir. Qu'ont-ils fait? Rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entité sioniste dirige tout à Washington. Bien sûr. Et ça ne va pas changer. Et évidemment, ce qu'ils veulent, ce n'est pas une situation stable pour l'Occident. Ils veulent le chaos. Ils veulent le chaos et ils sont en guerre contre tout le monde parce que c'est un culte de la mort.
L'idéologie intrinsèque de ce culte de la mort, c'est la guerre contre tout le monde et le chaos total, afin d'en tirer profit. Il s'agit de diviser pour régner dans toute l'Asie occidentale et au-delà. Et évidemment, une administration comme celle-ci, avant tout, comme nous avons commencé à le dire aujourd'hui, c'est un empire d'arnaqueurs. La seule chose qui compte pour eux, c'est le gain personnel, pour le capot, pour les copains et les vassaux. Et les vassaux, eux, sont traités comme, vous savez, de la merde de chiens, essentiellement. Alors les Pakistanais, je pense qu'ils commencent à comprendre le tableau. La manière dont ils sont maintenant traités, frontalement antagonisés, et la manière dont les Américains peuvent même utiliser l'Inde contre le Pakistan, à nouveau parce qu'ils contrôlent Modi. Modi est un vassal de l'Axe sioniste international. Ils peuvent donc utiliser Modi et ses affidés contre le Pakistan pour punir le Pakistan, parce qu'au fond, le Pakistan n'a pas fait ce que l'administration Trump attendait de lui, aider à la capitulation de l'Iran, et non pas à une médiation. Je pense que nous nous sommes tous fait avoir ces 2 derniers mois, pendant que le cadavre du protocole d'accord était dans le coma. Jusqu'à, dirais-je, la mort définitive de ce cadavre au début de cette semaine. Les Américains essayaient essentiellement d'utiliser les Pakistanais afin de pouvoir intervenir dans la politique iranienne et faire plier l'Iran. Et les Pakistanais croyaient qu'il s'agissait d'un véritable effort de médiation. Je pense que cela va changer radicalement. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas affronter les États-Unis de front. Le Pakistan est sous programme du FMI, Nima. Que pouvez-vous faire quand vous êtes esclave du FMI? Rien. Rien. Donc, ils ont les mains liées. Ce qu'ils peuvent faire, et ils sont très bons à ça, c'est maintenir les relations avec l'Iran à l'abri des regards dans des circuits sûrs et continuer à faire des affaires, du commerce et des opérations financières avec les banques pakistanaises, etc., en utilisant aussi des banques chinoises. Les banques chinoises ne se soucient pas des sanctions secondaires. Tout cela peut être organisé. Et bien sûr, ils sont tous voisins. Et bien sûr, leur idéawer have de Beklu Sheng, que je porte tout ça tient dont ils ont besoin. Which is giving them all the support that they need. I think But what's important. Go ahead, please. Je pense que ce qui est important pour le prochain sommet des BRICS en Inde, c'est que les 2 pays, l'Iran et la Russie, en arrivent d'une certaine manière, au point où ils doivent poursuivre le conflit. Parce que l'administration Trump a tout simplement capitulé face aux lobbies israéliens et ukrainiens. Cela veut dire qu'il n'obtiendra rien, Pepe. Il a poursuivi la guerre économique contre l'Iran, la guerre financière, les sanctions contre l'Iran jusqu'au tout dernier moment de son premier mandat. Je suppose qu'il va continuer de la même façon. La seule chose qui a changé, c'est qu'avant, c'était le JCPOA. Aujourd'hui, c'est le protocole d'accord. Il s'est retiré du protocole d'accord et il va continuer. C'est la même chose. Il a fait voler en éclats le JCPOA et il vient de faire voler en éclats le protocole d'accord. La guerre économique totale. Eh bien, l'Iran est prêt. Total economic war. Well, Iran is ready. And the partners and the Et les partenaires comme les voisins sont prêts, eux aussi. Je suis très curieux de voir si tout cela sera abordé à la table des BRICS. Probablement pas, surtout parce que ça se passe en Inde. Especially because it's in India. And that's Ils ont de nombreuses réunions bilatérales. in bilateral meetings, certainly. Lors de réunions bilatérales, certainement. Mais à la table des BRICS, oubliez ça. Pas avec l'Inde à la présidence. Et l'Inde, comme nous le savons tous, fait partie de l'Axe sioniste international. Alors, n'attendez pas de communiqué final des BRICS qui est quoi que ce soit de réjouissant pour le Sud global. Ce sera des platitudes. Ce sera du blablabla. Si vous regardez le site Internet que les Indiens ont mis en place pour les BRICS, c'est pathétique. Il n'y a rien. Rien. Rien de substantiel.
C'est donc déjà le signe qu'il ne se passera pas grand-chose à Delhi le mois prochain. Moi, je n'y vais même pas. Et beaucoup d'entre nous n'y vont même pas, parce que c'est une perte de temps. Malheureusement, comparé à Kazan, qui avait été une avancée majeure, et même comparé au Brésil l'an dernier, qui n'avait pas été aussi mauvais que beaucoup le craignaient, au final, le Brésil avait sauvé le sommet à la dernière minute. Mais cette année, c'est un désastre. Pepe, dans cette nouvelle guerre qu'il a déclenchée, une guerre économique, une guerre financière, que veut Donald Trump de la Chine, selon vous? Il va avoir une nouvelle rencontre avec Xi Jinping. Il ne peut pas. Vous avez raison. Mais il n'a aucun levier, Nima. Il en a encore moins que lors de la visite en Chine. J'y étais à l'époque. J'ai suivi cette visite en Chine. Et les analystes chinois disaient tout la même chose. D'accord, on va dérouler le tapis rouge, prendre le thé et tout ça. Et le lendemain, vous oubliez. Ça n'a aucune conséquence. Et nous continuerons à faire ce que nous faisons. C'est la même chose cette fois-ci, avec encore moins de levier. Est-il capable de forcer la Chine à faire quoi que ce soit à travers l'Eurasie, et surtout concernant l'Iran, alors que nous savons que, pour la Chine, l'Iran est un partenariat stratégique et une question de sécurité nationale? Rien. Zéro levier. Est-ce qu'il va menacer de sanctions secondaires? Les Chinois ont déjà prouvé qu'ils s'en moquent. Et ils ont dit à leurs propres entreprises, ne vous préoccupez même pas des sanctions secondaires. Il vous est interdit de vous conformer aux sanctions secondaires américaines. Vous devez respecter la loi chinoise. Voilà. Aucun levier. Absolument aucun. Bien sûr, on va avoir des publications sur Truth Social. On va avoir des grandes déclarations tonitruantes. On va avoir du blablabla. On va avoir des postures de mâle viril, tout ça. Mais même aux États-Unis, la plupart des gens n'y croient plus. Il n'y a plus que les vieux fans de MAGA, et ils sont d'ailleurs de moins en moins nombreux. Donc ce sera une séance photo pour lui. Pas grand-chose d'autre. Et zéro substance. Les Chinois ne prennent même pas ça au sérieux. Quand on suit ils savent que ça n'a aucune conséquence. Que pensez-vous de Donald Trump, qui tout à coup parle de Kim Jong-un? Il veut le rencontrer, il veut discuter avec lui. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand... Je crois que la réponse, c'était « On demande de l'argent à la Corée du Sud ». Il n'y a pas d'autre explication, Nima. Il n'y a pas de stratégie. Il ne le sait même pas. Et la Russie, alors? Et what, Ketuchi? Pensez-vous qu'il prévoit de l'utiliser? C'est une autre histoire. Parce que maintenant, enfin, il leur a fallu, waouh, plus d'1 an, voire davantage. Apparemment, le Kremlin a découvert que l'esprit d'Anchorage était une fiction, alors que tout le monde savait dès le départ que c'en était une. Et maintenant, ils doivent commencer à agir en conséquence. Ce qui signifie suivre ce que Poutine a dit, je crois, il y a plus d'1 mois, 1 mois et demi, dans l'une de ses interviews. La Russie mène une politique de conquête et d'établissement de sa domination sur le Donbass et la Novorossia, c'est-à-dire sur tout le sud et le sud-ouest. Ce n'est plus seulement le Donbass. Et bon, on voit qu'ils ont déjà commencé. Ils privent l'Ukraine de la mer Noire. Leur blocus de la mer Noire est très efficace et l'Ukraine en souffre énormément. Vous n'avez même pas besoin d'aller à Odessa et de conquérir Odessa. C'est très simple. Vous bloquez Odessa et vous coupez l'Ukraine de la mer Noire, ce qui est déjà en train de se produire. C'est donc la première étape. Sur le terrain, comme nous le savons tous, et chaque fois que nous allons en Russie et que nous en discutons, c'est toujours la même chose. C'est la vieille méthode russe, comme un crabe, vous savez. Très très lentement, toujours en avançant de côté. Ils avancent, mais toujours de côté. Donc ça prend une éternité. Ils peuvent continuer comme ça encore 10 ans, vous savez. Mais je suis très curieux. Je serai bientôt en Russie.
Je serai en Russie, je pense, dans 3 semaines. Je retournerai en Russie. J'ai donc toute une liste de questions là-dessus. Écoutez, combien de temps encore cette histoire va-t-elle durer? Est-ce qu'il prévoit une offensive d'hiver, ou une offensive de printemps l'année prochaine, et tout ça? Pense-t-il pouvoir continuer comme ça, avec cette progression en crabe, pendant quoi? Encore 1 an. Des millions d'années, vous voyez? C'est donc compliqué, parce qu'ils suivent le ministère de la Défense, qui est une structure très centralisée, et qui manque de souplesse. Alors quand le ministère de la Défense a un plan, ils suivent le plan comme au temps des Soviétiques, vous voyez. Il n'y a aucun écart. Et les Ukrainiens, par exemple, sont encore plus créatifs et dynamiques. Ils ont transformé la guerre en une guerre terroriste de drones, et les Russes ont dû s'y adapter. Et maintenant qu'ils se sont adaptés, évidemment, ils retrouvent leur supériorité. Mais ils ne s'attendaient jamais, par exemple, à ce que l'Ukraine transforme cela en une guerre de drones, avec des attaques à l'intérieur de la Fédération de Russie en permanence. Les Russes ont donc dû se réinventer. Ils sont lents, mais une fois qu'ils s'y mettent, waouh! Alors, nous sommes peut-être dans l'une de ces périodes en ce moment. Mais quant à une résolution de cette guerre, voyons ce que Poutine dira au forum de Vladivostok, qui aura lieu dans 2 semaines. Le dernier jour, il y aura la séance plénière à Vladivostok. Poutine y prendra la parole. Voyons ce qu'il dira sur la guerre. Et bien sûr, l'opinion publique russe en a de plus en plus ras-le-bol, à l'extrême, à cause des attaques contre les civils, des attaques contre les infrastructures, à l'intérieur de la Fédération de Russie, un peu partout. Vous savez, des essaims de drones au-dessus de Moscou. Les gens en ont déjà assez de tout ça. Alors combien de temps le Kremlin pense-t-il que ça peut encore durer? C'est la très très grande question. Une chose au moins est claire maintenant. Ils ont perdu toutes leurs illusions, s'ils en avaient, et en réalité ils n'en avaient pas beaucoup, sur le comportement de l'administration Trump. Ils savent que l'administration Trump continuera de soutenir la guerre de l'OTAN contre la Russie. Vous savez, en dirigeant depuis l'arrière à la manière d'Obama, en dirigeant d'en haut, sans vraiment diriger, en faisant semblant de diriger. Mais ils seront toujours là. Et ils ne vont pas abandonner. Parce que s'ils le font, ce sera une défaite stratégique. Et évidemment, nous savons que l'Empire ne peut pas faire face à 2 défaites stratégiques en même temps. Donc ça devient plus dangereux de minute en minute, Nima. Et encore une fois, nous savions déjà que c'est la même guerre. Enfin, les analystes de salon aux États-Unis découvrent que oui, c'est la même guerre. Ça a toujours été la même guerre. Et la Russie et l'Iran savent que c'est la même guerre. Ils ont des méthodes différentes pour mener leur guerre, et ils continuent à se parler au plus haut niveau. Pas seulement entre ministères de la Défense, mais jusqu'au niveau présidentiel. Ils doivent ajuster leur stratégie. Les Russes ajustent donc leur stratégie, et les Iraniens envisagent la prochaine étape, la fin de la patience stratégique. Et maintenant, ils vont passer à l'offensive. Nous ne savons toujours pas comment ils vont s'y prendre, mais ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de causer beaucoup de problèmes aux forces américaines encore présentes dans la région. Et non, on ne sait toujours pas comment ils vont s'y prendre, mais ils sont prêts à le faire. Et cela pourrait commencer, et cela commencera avant les élections de mi-mandat. Une partie du plan, et je suis sûr que votre analyse est très proche de cela, une partie du plan iranien consiste à rendre la vie insupportable à Trump avant les élections de mi-mandat et à le faire perdre ces élections. Cela fait partie de leur planification, n'est-ce pas? Ils ont donc plusieurs stratégies qui vont dans ce sens. Et bien sûr, ce sera beaucoup plus difficile maintenant avec la pression économique, avec cette guerre économique totale, cette guerre financière totale.
Mais ils y sont prêts. Merci, Pep. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, comme toujours. Comme toujours, comme toujours. Merci beaucoup. Et ça empire de jour en jour. C'est absolument fou. Exactement. À bientôt, Pep. À bientôt. D'accord, merci. Merci à tous. Au revoir.